Dans les profondeurs silencieuses d'un château oublié, 3 jeunes gens cherchaient l'extraordinaire. Ils ont trouvé bien plus que ce qu'ils imaginaient. Puis, ils ont disparu. En 2011, Thomas, Luc et Élodie étaient des pionniers du YouTube français. Avec leur chaîne Explorateurs de l'ombre, ils captivaient une communauté fidèle en explorant des lieux abandonnés, réputés hantés. Leur dernière aventure devait être leur épisode définitif, une incursion audacieuse dans les ruines du château de Saint-Maurice, un lieu maudit par les légendes de suicide et de disparition. Mais cette exploration a pris une tournure inattendue, une tournure qui allait les engloutir dans les limbes d'un mystère insondable. Avant de plonger dans cette histoire glaçante, dites-nous en commentaire, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Préparez-vous. Car ce soir, Vestige d'un mystère vous emmène au cœur d'une énigme qui a défié la raison pendant plus d'une décennie. Au début des années 2010, l'Internet était une terre fertile pour l'expérimentation, un vaste territoire où l'innovation se mêlait à l'audace. C'est dans ce contexte effervescent que 3 jeunes Lyonnais, animés par une passion commune pour l'inexpliqué, ont forgé leur légende. Thomas Gervais, un étudiant en cinéma, alors âgé de 22 ans, était le cerveau technique, le garant de la qualité visuelle, armé de ses compétences en montage et de son flair pour l'image. À ses côtés se trouvait Luc Moreau, 19 ans, dont l'érudition sur l'histoire locale et les légendes urbaines faisait de lui le chercheur infatigable, l'homme derrière chaque lieu et chaque récit. Enfin, Élodie Marchand, 20 ans, aspirante journaliste, possédait un talent inné pour transformer chaque exploration en une narrative captivante, une conteuse capable d'insuffler une âme aux pierres des lieux oubliés. Ensemble, ils ont créé la chaîne YouTube Explorateurs de l'ombre. Leur formule était simple mais efficace, s'introduire dans des sites abandonnés, des manoirs décrépits, des usines désaffectées, tous imprégnés de rumeurs de hantises ou de mystères irrésolus. Leurs vidéos, mélange habile de frissons authentiques et de récits bien ficelés, ont rapidement conquis un public fidèle. En l'espace de quelques mois, leur communauté s'est agrandie, avide de chaque nouvelle expédition nocturne. La tension, le suspense et la personnalité attachante du trio les avaient propulsés au rang de figures incontournables de la scène YouTube indépendante française. À l'automne 2011, l'excitation atteignit son paroxysme. Le trio annonça ce qui devait être leur investigation la plus audacieuse, un projet qui promettait de repousser les limites de leur chaîne, l'exploration du château de Saint-Maurice. Nichée au cœur de la Bourgogne, cette forteresse en ruine, interdite au public depuis des décennies, était une cicatrice dans le paysage, entourée d'une aura sinistre. Les légendes locales évoquaient des suicides inexpliqués, des disparitions mystérieuses et des esprits tourmentés qui hantaient ces murs délabrés. Pour Thomas, Luc et Élodie, c'était l'ultime défi, la quête du Graal des explorations urbaines, l'occasion de filmer un épisode définitif qui marquerait l'histoire de leur chaîne. L'annonce a enflammé leur communauté, générant une vague d'anticipation et d'enthousiasme. Le 12 octobre 2011, sous le voile discret de la nuit, les 3 jeunes explorateurs prirent la route depuis Lyon. Le voyage, long et silencieux, les mena vers les confins de la Bourgogne, vers ce château emblématique de leurs plus grandes peurs et de leurs plus folles ambitions. La tension montait à mesure qu'ils se rapprochaient de leur destination. Vers 21h15, le monde extérieur reçut leur dernière communication. Un message sibyllin, empreint d'une excitation mêlée d'appréhension, fut envoyé depuis le téléphone d'Élodie, relayant les mots de Luc. « Nous sommes arrivés. C'est encore plus effrayant que ce à quoi nous nous attendions. Ça va être épique. » Après cela, le silence. Un silence assourdissant qui succéda à l'effervescence de leur précédente communication. Les jours suivants, l'absence de nouvelles devint alarmante. Leurs familles, inquiètes, alertèrent les autorités. Une vague de recherche fut déclenchée, mobilisant sapeurs-pompiers et gendarmes. Quelques jours plus tard, leur véhicule fut découvert à quelques kilomètres du château de Saint-Maurice, garé discrètement sur une route secondaire menant à la propriété. L'intérieur de la voiture contenait leurs effets personnels, des vêtements, des sacs à dos et une partie de leur équipement d'éclairage et de sécurité. Cependant, les objets les plus cruciaux manquaient. Les caméras qu'ils utilisaient pour filmer leurs explorations n'étaient pas à l'intérieur du véhicule. Elles avaient été emportées. Le château fut la cible de plusieurs battues minutieuses. Les équipes de recherche quadrillèrent les ruines, sondèrent les caves humides, inspectèrent les tours effondrées et les salles envahies par la végétation. Aucune trace des jeunes, aucune piste tangible, aucun indice. L'absence des caméras ajoutait une couche supplémentaire d'incertitude au mystère. Leurs appareils, qui devaient capter leur épisode définitif, semblaient s'être volatilisés avec eux. Au fil des semaines, puis des mois,
l'affaire des youtubeurs de Lyon se mua en une véritable légende urbaine. L'absence de preuves concrètes, l'environnement inquiétant du château et le silence pesant des jeunes disparus alimentèrent toutes les spéculations. Sur les forums en ligne et dans les cercles d'amateurs de mystères, les théories pullulaient. Une malédiction ancestrale du château, l'intervention de fantômes vengeurs, la mise en scène d'un rituel secret qui aurait mal tourné. Le cas fut classé sans suite, les autorités étant incapables de fournir des réponses. Pendant des années, l'histoire de Thomas, Luc et Élodie est restée l'un des mystères les plus persistants et les plus glaçants de France, une énigme figée dans le temps, dont les caméras, si elles existaient encore, auraient pu détenir la clé. Mais ces caméras demeuraient introuvables. 11 années s'étaient écoulées depuis cette nuit d'octobre 2011, et le silence autour du château de Saint-Maurice s'était épaissi, transformant le sort des « explorateurs de l'ombre » en une énigme nationale. Leurs visages, autrefois symboles de jeunesse et d'aventure, étaient devenus les emblèmes d'un mystère insondable. À Lyon et sur les forums en ligne dédiés aux disparitions, les spéculations foisonnaient, passant de la malédiction ancestrale à l'intervention de forces paranormales, en passant par des théories plus sombres impliquant des rituels secrets. Chaque anniversaire de leur disparition ravivait la douleur des familles et la curiosité du public, sans jamais apporter de réponse. L'espoir de les retrouver vivants s'était éteint depuis longtemps, remplacé par une quête lancinante de la vérité. Les autorités avaient épuisé toutes les pistes, les archives du dossier étaient devenues des témoins silencieux d'une investigation sans issue. Puis, en août 2022, un événement fortuit, d'une violence inattendue, vint rompre cette stase de plus d'une décennie. Une tempête d'une ampleur exceptionnelle frappa la Bourgogne. Baptisée Cézanne par les services météorologiques, elle déchaîna des vents atteignant parfois les 150 km/h, accompagnés de pluies torrentielles qui noyaient la campagne. Le château de Saint-Maurice, déjà gravement dégradé, tel un squelette de pierre se dressant contre le ciel, subit l'assaut de plein fouet. Des rafales inouïes s'engouffrèrent dans les ouvertures béantes de ses fenêtres, tandis que la pluie s'infiltrait dans ses entrailles. Des pans entiers de la toiture, déjà effondrés par endroits, se désolidarisèrent dans un fracas assourdissant, laissant des sections critiques du château entièrement à découvert. Des murs porteurs, minés par des siècles d'humidité et les tremblements du temps, cédèrent à leur tour, ouvrant de nouvelles brèches et exposant des intérieurs jusqu'alors inaccessibles, recouverts par des tonnes de gravats ou dissimulés par les derniers lambeaux de plafond intacts. La tempête, dans sa fureur aveugle, avait sans le savoir entrepris une exhumation. Quelques jours après le passage de Cézanne, alors que la vie reprenait son cours et que les opérations de nettoyage débutaient dans la région, un petit groupe de passionnés d'histoire locale et de nouvelles technologies se rendit aux abords du château. Il s'agissait de la Confrérie des Vieux Pierres, une association d'explorateurs amateurs qui réalisait un documentaire sur le patrimoine régional en péril. Équipés d'un drone de dernière génération, ils avaient pour mission de capturer des images aériennes et des vues détaillées des dommages subis par l'édifice. Le drone, piloté avec dextérité par un jeune ingénieur, commença son vol de reconnaissance, survolant les ruines, scrutant chaque recoin autrefois inaccessible. C'est lors du débriefing des images, quelques heures plus tard, confortablement installés devant un écran dans leur local associatif, que la découverte fut faite. Alors qu'ils passaient en revue les séquences filmées dans un des grands saloons du rez-de-chaussée, une pièce dont une grande partie du toit s'était effondrée, laissant entrer brutalement la lumière du jour, l'un des membres de l'équipe, un ancien archéologue amateur, signala une anomalie. « Attendez, revenez en arrière, là, dans le coin sud-est, demanda-t-il, un froncement de sourcils trahissant son trouble. L'image se figea. Au milieu des débris, des poutres brisées et d'un monticule de gravats, des formes étranges se dessinaient. Le pilote effectua un zoom maximal sur la zone. Ce qui apparut alors à l'écran glaça le sang de l'assemblée. Des os. Des os longs, des fragments de crâne, éparpillés parmi les gravats, partiellement recouverts, mais indubitablement humains. Le silence tomba, lourd et irréel, dans la petite pièce. La nature de leur découverte était macabre, indéniable. La confrérie des Vieux Pierres alerta immédiatement la gendarmerie locale. L'information fut traitée avec une prudence initiale, mais la clarté des images du drone laissa peu de place au doute. En quelques heures, la nouvelle remonta la hiérarchie policière, atteignant les bureaux des enquêteurs qui, 11 ans plus tôt, avaient classé l'affaire des « explorateurs de l'ombre ». Le château de Saint-Maurice, cette fois-ci, était à nouveau sous les feux de l'attention. Les lieux furent rapidement sécurisés, un périmètre de sécurité fut établi, et des équipes de la police scientifique et des techniciens en identification criminelle furent dépêchés sur place. L'air était empreint d'une gravité nouvelle. Ce n'était plus une recherche de disparus, mais une enquête sur des corps.
L'accès au salon fut une opération délicate. La structure était instable, et des étais provisoires furent nécessaires avant que les enquêteurs ne puissent pénétrer en toute sécurité. Une fois à l'intérieur, la scène était celle d'une tragédie gelée dans le temps. Sous le puits de lumière créé par le toit éventré, gisaient les restes humains. Avec une méticulosité chirurgicale, les équipes commencèrent le long et douloureux processus d'exhumation et d'identification. Très rapidement, grâce à des fragments de vêtements encore attachés aux ossements et à des analyses anthropologiques préliminaires, il fut confirmé que les restes appartenaient aux 3 jeunes disparus, Thomas Gervais, Luc Moreau et Élodie Marchand. La macabre vérité éclatait enfin, non pas par une révélation spectrale, mais par la brutale réalité de la décomposition. Mais la découverte la plus stupéfiante restait encore à venir. Dissimulés au milieu des ossements, à l'abri sous des amas de pierres et de terre, les enquêteurs mirent la main sur les caméras. Elles étaient logées dans des caissons de protection robustes, étanches à l'eau et à la poussière. Thomas, avec son souci du détail cinématographique et sa compréhension des environnements hostiles, avait toujours insisté pour utiliser des équipements de pointe, conçus pour résister aux pires conditions. C'est cette précaution, alors perçue comme un simple investissement professionnel, qui s'avéra providentielle. Les caissons avaient agi comme des capsules temporelles, protégeant les appareils de l'humidité, des chocs et des ravages du temps pendant plus d'une décennie. Avec une prudence extrême, les caméras furent transportées au laboratoire. Les techniciens, conscients de la gravité de leur tâche, extrairent les cartes mémoire. Incroyablement, et contre toutes les attentes, elles étaient intactes. Le contenu, miraculeusement préservé, promettait de révéler non seulement les derniers instants du trio, mais potentiellement les circonstances exactes de leur mort. Le silence de 11 années était sur le point d'être brisé, non par des témoignages incertains ou des spéculations, mais par des images brutes et implacables. La vérité, dissimulée dans l'obscurité et les ruines, allait enfin être exposée à la lumière. Le laboratoire d'analyse forensique était plongé dans une tension palpable. Sur un écran froid, les experts fixaient les premières images des caméras retrouvées au château de Saint-Maurice. Ce qui allait être projeté promettait de rompre 11 années de silence. Les séquences s'ouvrirent sur le grand salon principal du château. Malgré sa décrépitude, ses murs de pierre nus et son plafond partiellement effondré laissaient deviner une grandeur passée. L'odeur d'humidité et de poussière semblait presque émaner de l'écran. Thomas Gervais tenait fermement l'une des caméras, son visage éclairé par sa propre lumière, mêlant excitation professionnelle et nervosité palpable. À ses côtés, Élodie Marchand chuchotait des observations dans un micro-cravate, sa voix légèrement tremblante, cherchant à capter l'essence du lieu. Luc Moreau, lui, arpentait le salon avec une énergie débordante, riant nerveusement en commentant les légendes locales et la grandeur du site. L'ambiance était celle d'une aventure nocturne typique pour les explorateurs de l'ombre, une pointe d'appréhension mêlée à l'adrénaline de la découverte. Soudain, un grincement sourd, suivi de pas lourds, brisa le silence. Les plaisanteries cessèrent, les sourires s'effacèrent. Les 3 jeunes gens s'immobilisèrent, leurs lampes frontales convergeant vers une porte massive au fond du salon. De l'ombre émergea Jean-Luc Martin, 52 ans, le bisnetto de l'ancien gardien du château. Son visage, marqué par l'isolement et la rudesse de la vie, était contracté par une rage froide. Il tenait fermement un fusil de chasse à double canon, dont le canon luisant était pointé directement sur eux. « Qu'est-ce que vous faites ici, bande racailles » hurla-t-il, sa voix rauque résonnant dans la vaste salle. Le son brutal fit sursauter les 3 amis. Thomas, dont la main tremblait visiblement, parvint à maintenir sa caméra allumée, capturant le visage furibond de l'homme. Luc, le plus proche, tenta immédiatement de calmer la situation, levant les mains en signe d'apaisement. « Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes des explorateurs. Nous filmons un documentaire. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé. » Mais les mots de Luc n'eurent aucun effet. La fureur de Jean-Luc Martin était palpable, sa colère aveugle. « Vous profanez ma propriété. Ma terre est mon héritage spirituel, » cracha-t-il, faisant un pas en avant, son fusil braqué sur Luc. Il s'agissait bien plus qu'une simple intrusion pour cet homme visiblement en proie à une obsession. Élodie recula d'un pas, la main cherchant celle de Thomas, son visage pâle d'effroi. « On s'en va, monsieur. On ne savait pas que quelqu'un vivait ici, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Thomas, caméra toujours en marche, reculait lentement, cherchant désespérément une échappatoire. Luc, s'efforçant de maintenir son calme,
fit un dernier pas vers l'homme, les mains toujours levées. « Écoutez, il y a eu un malentendu. Nous partons tout de suite. S'il vous plaît, baissez cette arme. » Ces mots furent les derniers qu'il prononça. Dans un mouvement d'une rapidité déconcertante, Jean-Luc Martin leva son fusil et fit feu sans un mot. La détonation assourdissante déchira le silence. Luc fut touché de plein fouet, à bout portant. L'impact le projeta en arrière, son corps s'effondrant lourdement sur les dalles de pierre avec un cri étouffé. Le sang commença à s'étendre rapidement. Le chaos s'empara du salon. Élodie hurla, un cri aigu de terreur pure. Thomas, figé un instant par l'horreur, saisit le bras d'Élodie. « Cours! Cours, Élodie !» lui cria-t-il, la poussant en avant, tandis que Jean-Luc, le visage tordu par la folie, réarmait son fusil avec un cliquetis métallique sinistre. Dans la confusion de leur fuite paniquée, Thomas trébucha. La caméra qu'il tenait lui échappa des mains. Elle roula sur les dalles poussiéreuses, s'arrêtant sur le côté, son objectif pointé vers un sol et un plafond chancelant. Mais elle continuait d'enregistrer. L'audio devint prédominant, les halètements paniqués de Thomas et Élodie, le bruit de leurs pas résonnant dans la vaste pièce, les cris désespérés de la jeune femme. Et en arrière-plan, la voix déformée de Jean-Luc Martin, proférant des menaces inintelligibles, bientôt suivies du cliquetis sinistre de son arme, prête pour le prochain tir. La chasse venait de commencer. Le chaos régnait dans le grand salon du château de Saint-Maurice. La caméra de Thomas, tombée au sol, continuait d'enregistrer, son objectif pointé vers les dalles poussiéreuses et les fragments de plafond, offrant une image déformée du drame. L'audio, cependant, était d'une clarté terrifiante, capturant chaque son de la chasse mortelle. Les halètements paniqués de Thomas et Élodie se mêlaient au bruit de leurs pas désespérés résonnant sur les pierres froides, leurs cris s'étranglant dans la gorge. En arrière-plan, la voix déformée de Jean-Luc Martin proférait des menaces gutturales, bientôt suivies du cliquetis sinistre de son fusil, réarmé et prêt. Thomas, entraînant Élodie par le bras, tentait de naviguer dans l'obscurité labyrinthique des ruines, transformées en pièges mortels. Il se dirigeait instinctivement vers une porte latérale, cherchant une échappatoire. Leurs lampes frontales balançaient frénétiquement, projetant des faisceaux de lumière erratique qui augmentaient leur désorientation. Élodie trébucha, épuisée, le souffle court. « Je n'y arrive plus, Thomas !» sanglota-t-elle, sa voix empreinte de panique. « Continue. »« Il arrive !» hurla Thomas, l'attirant en avant, un regard en arrière trahissant sa conscience du danger imminent. La silhouette massive de Jean-Luc Martin apparut à l'entrée du salon, son fusil levé. Un flash aveuglant, une nouvelle détonation assourdissante. La caméra au sol capta le son brutal, suivi d'un cri de douleur déchirant. Thomas s'effondra, son corps frappé de plein fouet, s'écrasant sur les dalles. La lumière de sa lampe frontale s'éteignit, plongeant une partie de la scène dans une obscurité plus profonde. Élodie, l'horreur gravée sur le visage, se retrouva seule. Le corps inerte de Thomas gisait près d'elle. Elle n'eut qu'une fraction de seconde pour comprendre que la traque s'était intensifiée. Le grincement du fusil réarmé résonna, signalant l'imminence du prochain acte de violence. Prise de panique, elle se précipita vers un recoin du salon, tentant de se cacher derrière un amas de débris et un PAN de mur. Elle s'y glissa, se recroquevillant, le corps tremblant, les larmes coulant sur son visage. Elle retenait son souffle, des sanglots presque imperceptibles s'échappant malgré elle. Mais Jean-Luc Martin n'était pas homme à abandonner sa proie. Sa fureur le guidait, ses pas lourds résonnant faiblement dans la pièce. L'audio de la caméra capta le bruit de ses bottes raclant le sol, se rapprochant inexorablement de la cachette d'Élodie. Puis, un son distinct, un gémissement étouffé, trahi par la peur. Jean-Luc l'avait trouvé. La caméra capta alors le bruit d'une lutte brève et inégale. Des cris étouffés d'Élodie, des supplications désespérées, puis le son sourd et répété d'impact. La violence était brutale, sans pitié. Jean-Luc, abandonnant son fusil un instant, se saisit d'une poutre ou d'un objet lourd, le brandissant avec une force démesurée. Les coups s'abattirent, une série de claquements effroyables. Les cris d'Élodie devinrent des râles, puis des sanglots de plus en plus faibles, jusqu'à ce que le silence ne retombe implacable, brisé seulement par le souffle rauque de l'agresseur. Le dernier son enregistré fut le grincement distinct du fusil de chasse que Jean-Luc Martin rechargeait, un bruit mécanique froid et glaçant, annonçant la fin de l'horreur. Puis, le silence. Un silence définitif, lourd de mort,
s'installa dans les ruines du château. Ignorant des technologies modernes, Jean-Luc Martin ne prêta aucune attention aux caméras éparpillées. Son objectif était simple, faire disparaître les preuves, effacer toute trace de son crime. Avec une énergie fiévreuse, il amassa les débris environnants, bois pourris, gravats, plâtre, tout ce qui pouvait dissimuler les corps. Il travailla à la hâte, traînant les dépouilles de Thomas et Élodie près de Luc, les recouvrant grossièrement de ce monticule de débris dans le coin le plus sombre du salon. Il pensait avoir effacé toute trace de son crime, croyant son secret enfoui à jamais sous les ruines du château. Puis il quitta les lieux, se retirant dans l'obscurité, ignorant que les petits appareils qu'il avait jugés insignifiants détenaient la preuve irréfutable de sa barbarie. 11 années de mystère, de spéculations paranormales et de douleur pour les familles s'étaient écoulées. L'existence de ces enregistrements, et leur incroyable préservation, allait tout changer. En 2022, les preuves irréfutables extraites des cartes mémoire condamnèrent Jean-Luc Martin. Face à l'évidence des images, il fut arrêté sans résistance. Les enquêteurs firent face à un homme dont la haine des intrus était devenue une obsession, alimentée par des décennies de solitude et une interprétation tordue de sa propriété et de son héritage spirituel. L'enquête révéla qu'il vivait en marge de la société, dans une petite dépendance près du château, se considérant comme le seul gardien légitime des lieux. Le procès de Jean-Luc Martin s'ouvrit en 2023. Le procès suscita un vif intérêt, bien que l'intégralité de la vidéo du massacre ne fut projetée qu'en session à huis clos, jugée bien trop insoutenable pour être rendue publique. Le tribunal fut confronté à une vérité brutale. Malgré les tentatives de la défense de plaider la folie ou la provocation, les images des derniers instants des victimes, leur peur et les supplications, ne laissèrent aucune place au doute quant à la froide détermination de l'agresseur. Le déroulement chronologique des événements, capturé avec une précision implacable par les caméras, démontrait la préméditation et la sauvagerie de l'acte. Jean-Luc Martin fut condamné à la prison à perpétuité. La révélation de la vérité démantela brutalement la légende paranormale du château de Saint-Maurice. Ce qui avait été pendant plus d'une décennie l'un des mystères les plus sombres de France se révéla être un crime humain. Une tragédie motivée par l'obsession, l'isolement et la violence aveugle d'un homme. Pour les familles, la vérité fut un choc déchirant, mais elle apporta également un douloureux achèvement. Leurs proches n'étaient pas partis vers un monde spectral, mais avaient été victimes d'une violence bien réelle. Pour le public, il resta une réflexion amère. Derrière nombre de mythes de hantise, l'horreur la plus dévastatrice peut se trouver entre les mains des hommes, une violence bien réelle, et parfois capturée à jamais par des images qui, ironiquement, ont finalement révélé toute l'étendue de la vérité. Ainsi se referme le sombre chapitre du château de Saint-Maurice. Ce qui fut, pendant plus d'une décennie, un mystère nourri de légendes et d'ombres spectrales, fut brutalement éclairé par la réalité d'un crime humain d'une violence inouïe. Les âmes perdues de Thomas, Luc et Élodie ne furent pas les victimes d'un spectre ancestral ou d'une malédiction oubliée, mais de l'obscurité nichée au cœur d'un homme. Leurs caméras, témoins silencieux et inattendus, ont brisé le mutisme de 11 années, offrant une vérité cruelle mais incontestable, scellant le destin de leur agresseur et celui de la légende qui entourait le château. C'est le paradoxe de cette tragédie, l'outil même de leur passion est devenu l'instrument de la justice. Cette affaire poignante nous rappelle que le véritable effroi ne réside pas toujours dans les murmures des fantômes ou les frissons des lieux hantés, mais bien souvent dans les abysses de l'âme humaine, là où l'isolement peut engendrer l'obsession, et l'obsession, la violence. Elle souligne la fragilité de nos perceptions et la puissance silencieuse des preuves, même les plus insoupçonnables, à défaire les mythes et à révéler l'indicible. Face à une telle révélation, que retenez-vous de cette histoire? La technologie, jadis symbole d'aventure pour le trio, est devenue l'implacable témoin de leur fin. Quelle est, selon vous, la leçon la plus amère de ce dénouement? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette plongée dans les recoins sombres de l'humanité a éveillé votre curiosité, explorez d'autres récits captivants de vestiges d'un mystère, où la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Et si l'exploration des vérités cachées vous passionne, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Vestiges d'un mystère pour ne manquer aucune de nos enquêtes.